L'hiver, c'est une saison qui semble endormir le monde. Les arbres se figent, la neige recouvre tout, et le vent glacé murmure des secrets oubliés. Mais si vous écoutez bien, entre le craquement de la glace et les tourbillons des flocons, vous entendrez peut-être un rire, léger, espiègle, presque enfantin. Car l'hiver n'est pas seulement froid et silencieux, il est vivant. Il danse, il joue, et derrière ce souffle glacé se cache un nom, Jack Frost. Jack Frost, l'esprit de l'hiver, le garçon qui commande les tempêtes de neige, qui peint les fenêtres de givre et fait naître la joie dans les cœurs des enfants. Vous pensez peut-être connaître son histoire grâce au film Les 5 légendes, où il se bat contre Peach, le roi des cauchemars, aux côtés des gardiens, mais ce n'est qu'une partie de la vérité, une version qui effleure à peine la profondeur de ce personnage. Car dans les livres de William Joyce, Jack Frost est bien plus qu'un esprit espiègle et lumineux. C'est une légende forgée dans le froid, la douleur et la lumière. Une quête de vérité, d'identité et d'espoir. Une histoire qui va bien au-delà des rires et des batailles, une histoire qui parle de rencontres, d'amitié, mais également de solitude et de ténèbres. Aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir le personnage de Jack Frost comme vous ne l'avez jamais vu. Nous allons remonter le fil de sa légende, du grand écran jusqu'aux pages des livres où tout a commencé. Car si l'hiver est éternel, alors les histoires qui s'y cachent... L'obscurité. C'est la première chose dont je me souviens. Il faisait sombre, il faisait froid, et j'avais peur. Jack Frost est introduit dans les 5 légendes dès les premières secondes du film. Il apparaît dans une eau gelée avant de remonter à la surface et d'être choisi par l'homme de la lune. C'est à ce moment-là qu'il découvre ses pouvoirs, il peut contrôler la glace et le froid. Mais Jack est encore un enfant dans l'âme. Il aime s'amuser, faire des blagues et répandre la joie partout où il passe. Cependant, un problème le hante. Personne ne peut le voir et croire en lui. Pendant 300 ans, Jack vit dans une solitude profonde. Il continue de jouer et d'apporter l'hiver, mais l'absence de lien avec les humains le blesse. Ce qu'il veut plus que tout, c'est pouvoir partager des moments réels avec les enfants et ressentir qu'il est important pour eux, et qu'il croit en lui. Tout changera car 300 ans plus tard, une menace refait surface. Pitch Black. Il revient bien décidé à plonger le monde dans les ténèbres. Les gardiens, donc le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable, doivent se réunir pour l'arrêter. L'homme de la Lune qui, dans les films, est présenté comme une déité silencieuse, leur annonce qu'un nouveau gardien va les rejoindre. Mais ce renfort inattendu ne fait pas l'unanimité. Jack Frost. Jack Frost? Ils s'en fichent éperdument des enfants. Tout ce qu'il sait faire, c'est geler les canalisations d'eau et perturber mes chasses à l'œuf. Bunny en particulier doute de lui. Il le voit comme quelqu'un de trop insouciant, incapable de se soucier des enfants. Pourtant, c'est tout l'inverse. Jack est l'esprit de l'hiver et sa vraie nature est de propager la joie et l'amusement. Et ce, même s'il est invisible à leurs yeux. L'homme de la lune, malgré le rôle qu'il joue, laisse Jack seul face à ses questions. Il ne lui révèle rien sur son passé ni sur son but. Ce qui mènera Jack dans une quête, découvrir qui il est réellement. Et découvrir sa véritable identité devient son plus grand objectif. Peach et Jack partagent un lien intéressant. Personne ne croit en eux. Cette ressemblance est utilisée par Peach pour essayer de séduire Jack et l'amener à le rejoindre. Mais Jack découvre finalement que sa vraie nature est d'être un joueur, un porteur de joie et d'amusement. C'est un rôle aussi essentiel que celui du Père Noël dont la mission est de voir la vraie nature des gens et de propager la joie. Au fil du film, Jack réalise qu'il n'est pas personne. La fameuse nuit où il a reçu ses pouvoirs cache une vérité plus profonde. Il s'est sacrifié pour sauver sa sœur, ce qui lui a valu d'être choisi par l'homme de la lune. En acceptant qui il est vraiment, Jack devient un gardien à part entière, celui qui veille sur l'espoir et l'amusement des enfants, même dans les moments les plus sombres. Mais ça, ce n'est qu'une histoire inspirée de la véritable épopée que fut la vie tourmentée de Jack Frost. Je vous invite maintenant à plonger au cœur même de son passé, remontant plusieurs milliers d'années en arrière. Imaginez un temps où les frontières de l'univers n'étaient que des lignes invisibles, un temps où les étoiles n'étaient pas de simples points lumineux dans le ciel, mais des mondes vivants, connectés par les vaisseaux de l'air, des navires majestueux capables de naviguer à travers la mer des étoiles. Cette époque, c'était l'âge d'or. Durant cette ère bénie, l'univers était gouverné par des entités bienveillantes, les constellations. Des familles puissantes et justes régnant sur les planètes et les étoiles avec imagination, harmonie et équité. Mais comme toute lumière, celle de l'âge d'or attira les ténèbres. Le mal prit forme avec les Firlings, les hommes cauchemars et les pirates des rêves, des créatures terrifiantes nées pour semer la peur et le chaos. Pour préserver la paix, la maison Lunahoff, l'une des plus grandes familles des constellations, fit une promesse, celle de débarrasser l'univers de ces monstres. Avec l'aide des autres constellations, ils construisirent une prison de plomb située aux confins les plus lointains de l'espace pour y enfermer les Firlings et leurs semblables. À la tête des armées dorées, un héros se dressa, Cosmotis Pitchiner. Il mena la capture des Firlings et choisit même de se sacrifier pour veiller sur leur prison. Mais les ténèbres sont patients et les Firlings sont rusés. Avec le temps, Cosmotis se mit à ressentir un manque. Il pensait à sa petite fille, restée loin de lui, et c'est dans ce vide que les Firlings trouvaient
ouvert une faille. Se faisant passer pour sa fille, ils murmurèrent à son esprit, l'amenant à ouvrir les portes de la prison. En un instant, les Firlings furent libérés, et Cosmotis Pitchiner, trahi par sa bonté, se retrouva possédé. Il devint Pitch Black, le roi des cauchemars. Son esprit, désormais déformé par la vengeance et les ténèbres, se lança dans une croisade pour détruire l'âge d'or. Il éteignit les étoiles, ravagea des planètes, et s'aborda les navires qui osaient encore naviguer sur la mer des étoiles. Chaque rêve fut transformé en cauchemar, chaque rire en cri. Pitch, affamé par la peur, se retourna vers sa proie favorite, les rêves des enfants. Parfois, il allait jusqu'à les transformer en Firlings eux-mêmes. Mais mettons un moment Pitch de côté et parlons de la famille Lunaof. Le tsar et la tsarine lunar donnèrent naissance à un bébé. Ils avaient la volonté profonde, comme chaque parent, de protéger et de faire en sorte que ce bébé ait une vie des plus merveilleuses. Et c'est là que rentrera en scène le personnage qui sera au cœur de notre récit d'aujourd'hui, Nightlight. Créé à partir de lumière d'étoiles, des rires de 10 000 enfants et d'une mèche de cheveux du roi et d'une reine de la famille Lunaof, ceux que l'on appelle Nightlight n'ont qu'une mission, protéger le bébé qui leur a été assigné, l'aider à grandir et faire de lui un adulte heureux en les protégeant des mauvais rêves. Ils ne vieillissent pas et ne sont faits que de lumière et de brume. Il faut savoir que dans toute l'histoire, il n'y a eu que 7 Nightlight, et que le nôtre est le dernier de cette espèce. Car lorsque le bébé devient adulte et que leur mission touche à leur fin, ils se transforment en étoiles et rejoignent la constellation des Nightlight auprès de leurs frères. Une fatalité qui, si vous voulez mon avis, est très triste. Ainsi, celui que j'appellerai veilleuse tout au long de cette vidéo avait pour mission de protéger celui qui deviendra dans un futur très proche l'homme de la lune. Tous les soirs, il se tenait à ses côtés, il soufflait sur lui du sable des rêves, et étant condamné à ne jamais dormir, il chassait les cauchemars et s'assurait que rien n'arrive au bébé. Un bébé qui ne connaît pas les cauchemars et qui descend de la plus grande famille de l'âge d'or attira évidemment le plus cruel d'entre eux, Pitch. Il voulait faire de ce bébé son prince des cauchemars. Il se lança donc à la recherche de cet enfant et il le trouvera assez facilement. Pour le protéger, ses parents fuirent à bord du Moon Clipper, un vaisseau qui pouvait se transformer en lune. Ils arrivèrent devant une petite planète bleue appelée la Terre. Malheureusement, Pitch les suivait. La bataille faisait rage avec une destruction sans précédent. Veilleuse avait pour mission de conduire le bébé dans sa chambre et de le protéger. Malheureusement, les parents du bébé furent vaincus et alors que Pitch s'approchait d'eux, Veilleuse fit ses adieux au bébé car il savait que sa mission, même si elle lui coûtait la vie, était de le protéger. Le bébé pleurait et Veilleuse récupéra ses larmes pour en faire une dague aussi brillante que du diamant. Il dira au bébé de se souvenir de lui dans ses rêves et foncera enfoncer sa dague dans le cœur de Pitch, créant une immense explosion de lumière qui propulsera nos deux combattants sur la Terre dans une grotte au fin fond des ténèbres. Veilleuse savait que sa mission était de garder Pitch ici pour qu'il ne puisse pas s'en prendre à son seul ami. Il se fera donc aspirer par la dague logée dans le cœur de Pitch, et là il gèlera l'entièreté du corps du roi des cauchemars en ne gardant que la toute petite partie de bon qu'il y avait encore en lui. Ainsi, durant plus de 1000 ans, il restera dans cet endroit sombre, un endroit encore plus froid que le fin fond de l'espace. Imaginez déjà le courage de ce petit être de lumière et de brume ayant sacrifié 1000 ans de sa vie, recroquevillé sur lui-même pour que le mal soit entravé, même s'il savait qu'il ne pouvait rester indéfiniment comme ça, sinon il allait en mourir. 1000 ans plus tard, alors qu'un petit rayon de lune descendit sur Terre pour s'assurer que les enfants allaient bien et ne se faisaient pas attaquer par les cauchemars, il se rendit dans la même grotte où était enfermé Pitch. Là, il découvrit le garçon et le fera sortir de sa dague. Il n'avait plus aucun souvenir, seulement un sentiment de tristesse et de mélancolie. Cependant, la libération du garçon appliquait également la libération de Pitch, et l'ère des cauchemars allait donc reprendre. Même si le garçon était très heureux d'être à nouveau libre, il ne pouvait s'empêcher de sauver les enfants qui se faisaient attaquer, et avec son nouveau pote le rayon de lune, il sauvèrent les enfants des cauchemars. Finalement c'était dans sa nature. Depuis sa création, il protégeait. C'était le premier gardien. Néanmoins, ce qu'il adorait faire, c'était la course avec les rayons de lune et voler sur les nuages. Ces petites escapades le conduiront à un village magique du nom de Sound of Closen, un des endroits où les enfants étaient le plus heureux et où les cauchemars n'étaient pas présents. Pour le moment. Avec le retour de Pitch, ce village aussi se fit attaquer et Veilleuse accourut pour sauver un petit groupe d'enfants. Au sein de ce groupe se trouvait probablement la personne qui deviendra la plus importante de sa vie, Catherine, une petite fille orpheline qui avait été recueillie par le chef du village, le plus ancien sorcier du monde, Ombric. Par la suite, celui qui deviendra le Père Noël rejoignit également le village et c'est en les observant depuis les nuages, tous les soirs pendant ses nuits de garde, que Veilleuse commençait à ressentir un nouveau sentiment, de l'amitié. Et tous les soirs, il était là, prenant part à la vie du village, mais toujours de façon très distante. Il n'était jamais avec eux directement. Et surtout, tous les soirs, il protégeait Catherine. Pendant son sommeil, ils commençaient vraiment à devenir amis, même sans avoir besoin nécessairement de se parler. Leur relation évoluera au fur et à mesure, et ils passeront de plus en plus de temps ensemble. C'est ce qu'il préférait. Veilleuse fidèle à lui-même se jura de toujours protéger la maison de Catherine, et tous ses amis, quitte à en mourir. Après la bataille au sommet de l'Himalaya, Ombric, North, Catherine et Veilleuse devinrent officiellement les premiers gardiens, adoubés par l'homme de la lune lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps,
Veilleuse avait une vision assez manichéenne de la vie. Pour lui, il y avait les gentils, donc les enfants, les gardiens, et les méchants, représentés par Peach, avec qui il a eu une très grande connexion. Les deux se détestent. L'un parce que c'est le roi des cauchemars, et l'autre car il est responsable de son enfermement pendant plus de 1000 ans. Pendant la bataille au centre de la Terre, après avoir recruté Bunny, Veilleuse, sans le vouloir, fera reprendre à la main de Peach une apparence humaine. Peut-être un espoir de le refaire devenir bon un jour. Mais un tournant dans la vie de Peach, c'était bien le moment où Catherine lui montrera un médaillon avec une photo de sa fille qu'il pensait morte depuis bien longtemps. Ça lui fera un tel choc qu'il abandonna le combat et disparut pendant quelque temps, ne donnant plus aucun signe de vie ni de cauchemar. Pendant ce court répit, Veilleuse continuait ses rondes tout autour de la planète, mais surtout à la fenêtre de Catherine. Il adorait la regarder dormir et rêver. Néanmoins, un soir, il vit quelque chose d'étrange couler sur sa joue, alors qu'elle dormait. Une larme. Au sein de cette larme était dépeint l'image de Peach. Veilleuse était terrifiée car dans cette larme, une vision très claire de Catherine était dépeinte. Plus grande, plus sombre, mais surtout, dans le médaillon n'était plus la fille de Peach, mais Catherine elle-même. Il craignait donc que ce rêve soit prémonitoire et que Catherine devienne la princesse cauchemar. Il se mit donc également à pleurer. Il commençait à ressentir que la vie n'était pas manichéenne, mais nuancée, et c'était un premier pas dans le monde au-delà de l'enfance pour notre garçon. Cette larme était le début de tourments pour Veilleuse, mais aussi pour Catherine, qui, je le rappelle, était une orpheline, qui n'avait jamais connu ses parents. Il ne lui dira pas ce qu'il avait vu dans cette larme, il choisira plutôt d'être discret, et c'est une des seules fois où il mentit à quelqu'un. L'incident avec la fée des dents et le retour de Peach, qui avait une nouvelle fois essayé de faire de Catherine sa fille des cauchemars, avait abouti sur une note positive pour elle. Elle avait la confirmation que Peach n'était pas son père, ce qui était tout de même un très grand soulagement. Cependant, elle fut enlevée avec Peach par celle qui, il y a plusieurs milliers d'années, était devenue Mère Nature, la véritable fille de Peach, Emily Jane, qui s'était écrasée sur Terre en même temps que le marchand de sable. Elle les enlèvera sans que personne ne puisse les retrouver, car elle voulait parler à son père sans pour autant se ranger de son côté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne prend pas véritablement parti, elle empêchera simplement Peach de tuer Catherine pendant un temps, mais c'est tout. Ainsi, pendant la guerre des rêves, donc la guerre du 4e livre, Peach avait emprisonné Catherine sur une pierre des cauchemars, la pierre ancienne qui avait autrefois été sa prison et qui était imprégnée jusqu'à son cœur de toute la rage et de toute la haine de Peach. La rage avait entouré Catherine et créé un bouclier qui empêcherait quiconque de jamais la réveiller. Il l'a plongée dans un sommeil sans fin de cauchemar avec l'espoir d'assombrir son âme, de la tourner vers le mal, alors il ferait d'elle sa fille des ténèbres, sa princesse des cauchemars. Mais Veilleuse et le marchand de sable ont trouvé la grotte où Peach avait enseveli Catherine. Ils ont emporté le maudit rocher et, avec les sables des rêves de Sandy, l'ont fait léviter jusqu'au pôle Nord. Là, eux et les autres gardiens allaient essayer de briser le sort des cauchemars et de libérer Catherine. Mais la roche était remplie de milliers d'hommes cauchemars. Alors que Sandy et Veilleuse se dirigeaient vers le pôle, les cauchemars ont commencé à s'échapper et à attaquer. Tout semblait perdu, il y en avait trop. Alors que le rocher dans lequel était enfermée Catherine était en train de tomber et que Veilleuse essayait tant bien que mal de la ralentir, un sable magique lui fit retrouver la mémoire. Il savait que le pouvoir le plus puissant contre les cauchemars était un baiser. Ce même baiser que les parents de l'homme de la lune lui donnaient tous les soirs avant de dormir pour le protéger. Il ferma les yeux et se jeta tête baissée vers Catherine. Le bouclier de cauchemar céda comme de la vapeur, ses pouvoirs ne fonctionnaient que contre la force et la peur, et un baiser n'était ni l'un ni l'autre. C'était une chose pleine d'espoir. Pendant un instant qui semblait éternel, les lèvres de Veilleuse touchèrent celles de Catherine, et tous les sorts noirs de Peach disparurent. Ses yeux s'ouvrirent, son sommeil torturé était terminé. Le baiser avait tout arrangé, Catherine allait bien. Après la guerre, il contempla la magnifique nouvelle cité de North, le pôle Nord, et pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il n'était plus séparé de ces gens qu'il avait appelés les grands et les petits. Il n'était plus Veilleuse, le garçon sans passé, il n'était plus non plus le garçon au lendemain sans fin. Ce soir, il était différent. Le serment qui le liait à l'homme de la lune avait changé. Ce baiser qu'il avait échangé avec Catherine le liait à elle et quelque chose de nouveau allait le transformer. Et pour la première fois de sa vie, il dormit et fit un rêve qui changera toute sa vie. Cependant, ils avaient certes gagné la guerre contre les cauchemars, mais Peach n'était pas présent, et malheureusement pour eux, il était caché à l'intérieur de la pierre, et son plan depuis le début était de se rendre au pôle Nord. En effet, le pôle Nord, comme on l'appelait, était la plus haute structure de la ville. Son apparence était semblable à celle d'une tour, mais à sa base se trouvait un certain nombre de moteurs qui permettaient au pôle de voyager hors de l'atmosphère terrestre. North avait prévu que son nouvel engin agisse comme une sorte de navette spatiale pour la Lune, l'espoir étant que des voyages constants vers la Lune seraient non seulement joyeux et inspirant, mais aussi forgerait un lien plus étroit avec l'homme de la lune. Peach voulait l'utiliser et utiliser la force de Veilleuse pour se défaire de ce côté lumineux qui persistait en lui et qu'il ne voulait plus.
Pour faire très simple, c'était son plan. Il conduira donc Catherine et Veilleuse qui étaient encore endormies sur la Lune avant de disparaître dans la partie sombre de l'astre afin de préparer ses troupes au combat. Le séjour sur la Lune était plein de rebondissements, surtout concernant Veilleuse. Pendant tout le vol, il avait rêvé que quelque part se trouvait une famille prête à l'accueillir, qu'il ne serait plus seul. Il parle de sentir qu'il appartient et qu'il est aimé et qu'il peut être sauvage et libre comme n'importe quel enfant humain. Il n'a jamais connu ce genre de vie. Pour résumer rapidement ce qu'il s'est passé pendant la bataille, eh bien Veilleuse a piqué un petit somme pour terminer son rêve, mais au fur et à mesure de la nuit, il devenait de plus en plus terne, au point même qu'il fallait vérifier s'il respirait toujours. Entre-temps, Peach attaquait la cité de l'homme de la Lune, où Veilleuse dormait, les gardiens et tous leurs amis arrivèrent pour prendre part à une grosse bataille, et alors qu'ils étaient dans une mauvaise posture, Veilleuse se réveilla, il était habillé simplement d'une chemise à capuche bleue et un legging marron, ce qui bizarrement nous rappellera un certain Jack Frost. Il n'avait pas de chaussures, ses cheveux étaient devenus blancs, encore sauvages mais plus courts. Il fera face à Peach avec l'aide d'une constellation lointaine faite de 7 étoiles, les 7 Nightlight qui mettront Peach dans une très mauvaise posture. Il supplia même North d'en finir avec lui car il ne pouvait plus supporter de faire du mal tout en ayant cette bonté enfouie au fond de lui. Par pitié, North accepta, mais alors que son coup avait atteint la poitrine de Peach, Veilleuse attrapa la larme et dira qu'il ne fallait pas que North ne tâche son âme et qu'il fallait que Peach soit sauvée. Avec cela, il éloigna l'épée de la poitrine de Peach. Alors qu'il le faisait, nous vîmes un petit filet de sang noir s'écouler du médaillon d'Emily Jane que tenait Peach. C'était son sang, et il se mélangeait à celui de Veilleuse. Depuis lors, les deux sont connectés par le sang. Après cela, Peach sera emprisonnée sous le village de St. of Clausen et gardée par sa fille. Veilleuse avait profité des larmes qu'avait versé Peach alors qu'il demandait qu'on le délivre de ses souffrances pour façonner une dague qui serait capable de venir à bout de Peach une bonne fois pour toutes. Puis il annonça qu'il devait partir pour suivre le rêve qu'il avait fait. Il dira au revoir à ses amis et à Catherine, leur disant qu'ils allaient se revoir. Il partit le cœur léger, suivant son cœur qui semblait toujours savoir où il devait se diriger, pour rencontrer cette famille qui lui permettrait de véritablement vivre une enfance normale. Durant ce voyage, il apprendra à parler plusieurs langues d'animaux, il s'amusait et surtout, chaque moment semblait miraculeux. Tout était une merveille sans fin, et chaque nuit, il prenait plaisir à rêver. Encore et encore, il adorait ça. Mais un jour, il ressentit une douleur sur sa main, à l'endroit où le sang de Peach s'était mélangé au sien, et depuis lors, dès que sa main le faisait souffrir, il savait que Peach ou des sbires à lui étaient proches. Et là, c'était le cas. Il rencontrera un grand serpent qu'il arrivera néanmoins à faire fuir à l'aide de son fameux bâton Twinner, un être fait de bois conçu par North, et ce bâton est juste génial. Contrairement à sa version du film, il est vivant, il obéit à Veilleuse, et il peut se transformer en n'importe quoi comme un arc et des flèches par exemple. À un moment donné de sa route, Twinner lui dira ceci: ta main gauche est liée à l'obscurité par ton propre courage et ta compassion. Maintenant, ta main droite sera liée à la lumière, par l'amitié et le devoir. Puis il enfonça le bout de son index dans la paume droite de Veilleuse, et d'un coup sec, le brisa. Veilleuse était désormais connectée à chaque arbre et bois du monde entier. Peu importe qu'il soit de simples pousses, de grands chênes, du bois de cheminée ou encore du bois mort, il pouvait communiquer avec eux et il était devenu le souverain des forêts. Il deviendra également ami avec des loups-garous à la puissance phénoménale et franchement c'était très plaisant de lire cette partie sur la vie de Veilleuse qui petit à petit se rapprochait de celui qui deviendra Jack Frost. Car une fois arrivé au pas de la porte d'une certaine famille Ardeline, il laissa ses pouvoirs et tout ce qui faisait de lui quelqu'un d'exceptionnel derrière lui. Il se fit accueillir par la famille et c'est là que débutera une des périodes les plus heureuses de sa vie. Le père lui demandera son nom. Il n'en avait jamais eu, à part Veilleuse, mais il n'en était plus une. Instinctivement, il se nomma Jack Frost et faisait partie de la famille Ardeline avec deux autres enfants, Djakovic et Anna. À partir de là, c'était vraiment la belle vie. Ils s'amusaient comme des fous, ils ont construit une grosse forteresse de neige, ils rigolaient toute la journée et le soir venu, ils s'endormaient après s'être fait border par les parents. On rappelle qu'avant, c'était le rôle de Jack de faire ça et c'était très symbolique pour lui. Mais ce bonheur fut de courte durée car même si Peach était enfermé, il était toujours connecté à Jack et surtout il pouvait lire dans ses pensées. Et alors que les trois enfants jouaient dans leur forteresse, Peach enverra une armée de cauchemars et le serpent géant avec une seule idée en tête, s'en prendre à chaque personne que Jack chérissait et ça Jack l'avait compris. Il récupéra ses pouvoirs, dira au loup-garou de protéger son frère et sa sœur, leur dira adieu, empoignera Twinner et se jettera dans la gueule du serpent. Il se sacrifiera pendant 100 ans, il resta dans l'eau gelée du lac, faisant disparaître chaque parcelle de lui-même pour que Peach ne puisse jamais s'en prendre à ceux qui l'aiment. Il le pensait mort. Pendant 100 ans, je suis resté là. Pendant presque tout ce temps, je n'ai pensé à rien. Je me suis forcé à ne jamais me souvenir d'un moment ou à ressentir une seule émotion. Je ne laisserai pas une miette à Peach pour me suivre. Je pouvais sentir ta tristesse, Catherine, à mon absence, mais je ne pouvais pas la laisser entrer dans mon cœur, car Peach le saurait et viendrait pour toi. Et avec le temps, j'ai effacé ma mémoire. J'ai oublié toute ma vie, je ne me souvenais pas de Peach, j'étais un livre de pages vides. C'est alors que je suis revenu dans le monde, je savais que j'étais différent, je savais que j'avais des pouvoirs. Twinner a gardé mon passé secret, mais 3 noms étaient cousus sur ma chemise bleue. Djakovic, Anna
et Jack Frost. J'ai pris le nom qui semblait juste et j'ai commencé mon nouveau voyage. Il a fallu des années avant que je me souvienne de tout cela et de toi. Je savais qu'un jour j'aurais besoin d'utiliser la dague en diamant pour affronter Peach, et lors de l'ultime bataille, il l'améliorera et l'utilisera en se l'enfonçant dans la blessure qu'il avait à la main, pour réduire Peach au silence. En effet, le lien était si puissant et la dague si spéciale que lorsqu'il se blessait à cet endroit, Peach ressentait une douleur insurmontable au cœur, et tous ses cauchemars la ressentaient aussi. Nous pensions que Peach était mort, mais au fur et à mesure que la marque sur sa main disparaissait, Peach redevenait humain, jusqu'à complètement redevenir celui qu'il était auparavant, Cosmotis Peachiner. La fin du dernier livre était très simple et joyeux. Catherine suivit Jack dans la famille Ardeline, donc les descendants de Jackovich et Anna. 3 générations sont passées, mais une devise persistait dans la famille. Une histoire très importante concernant un garçon nommé Jack Frost, qui avait sauvé Jackovich et Anna, donc à ce moment-là l'arrière-grand-père ou grand-mère des petits-enfants. Ils avaient établi dans la famille de toujours se souvenir de lui, même s'ils ne l'avaient jamais vu, car c'était un membre à part entière de leur famille et que c'était grâce à son sacrifice qu'ils étaient là aujourd'hui. Alors que Catherine et Jack ont entamé leur propre histoire d'amour, ils nous laissent avec une leçon précieuse. Se souvenir, c'est honorer. Et parfois, ce sont les histoires que l'on transmet qui nous gardent vivants même dans l'éternité. L'histoire de Jack Frost continuera, et la nôtre se termine ici et maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like, ça serait génial. Sur ce, je vous laisse là, et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire.